que c'est un objet, une clé d'entrée par certains de mes collègues et parfois aussi en partenariat avec certains d'entre vous. Donc voilà, c'est plusieurs types d'actions qui ont été menées par le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, mais plutôt à une échelle ex-Languedoc-Roussillon, sur les infrastructures agroécologiques. Donc, je vais commencer ma présentation par quelques éléments contextuels ou de définition sur lesquels on pourra revenir justement pour partager, voir un peu si on peut compléter, ajuster ces éléments-là. Et après, je vais présenter des actions qui ont été menées sur ces sujets-là. Alors, la diapositive a été changée? Non. C'est toujours la diapo d'accueil. Eh oui. Alors, je sais pas trop comment ça peut marcher. Tu veux que je fasse le partage? Que j'essaye? Pourquoi pas, ouais. Parce que là, j'avoue que j'ai changé de diapositive, mais ça marche. Alors, enlève voilà, supprime le partage d'écran. Yep. Et je vais essayer de partager donc. Ah, est-ce que là, ça a fonctionné? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, ben parfait. Ça y est, j'ai trouvé la même. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, tout d'abord, le fait que l'agriculture est un facteur anthropique qui influence de façon importante la biodiversité de par sa présence dans les territoires. Donc, une influence qui est à la fois positive de par le modelage justement du paysage et aussi parfois avec quelques interactions négatives. Donc, je présente quelques éléments à ce sujet. Le fait qu'on est sur des écosystèmes agricoles qui sont plus simples et moins matures que ce que l'on peut trouver dans la nature observée. Donc, voilà, du fait que on a des systèmes de rotation qui sont courts, on a voilà le fait que l'on vise une production, une culture de certains végétaux, par exemple, particuliers, on influence et on crée des écosystèmes qui sont plus simples et moins matures et donc qui vont accueillir potentiellement une biodiversité différente. Il y a des sources de pression, des menaces qui peuvent être liées à certaines pratiques plus intensives, mais aussi des tendances par certains endroits de délaissement de formes d'agriculture qui peuvent jouer un effet sur à la fois les paysages et la biodiversité. En parallèle aussi des rôles sur la diversification, la structuration de la matrice paysagère qui a vraiment un impact fort positif sur la nature en présence en contexte agricole et une contribution parfois même très directe sur la conservation, la gestion d'habitats ou d'espèces selon les types d'activités agricoles que l'on considère. Donc c'est vraiment différentes facettes de l'agriculture qui jouent un rôle forcément important dans les territoires. L'agriculture étant un des facteurs d'influence dans les territoires, mais vu qu'on traite celui-ci aujourd'hui, voilà, on peut voir que c'est différents effets sur la biodiversité. Et quelques chiffres, donc en Europe, hein, c'est plus de 40% des terres agricoles qui couvrent le territoire. Donc, on voit cette importance, ce lien évident de par cette implantation forte. Et on retrouve 46% des habitats naturels, plus de 170 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire liés fortement à ces terres agricoles. Donc, un lien évident. Et notamment en France, 90% des espèces végétales qui sont protégées, qui sont liées aussi à des activités agricoles, souvent d'élevage, hein, sur des espaces pastoraux notamment, des milieux ouverts, mais pas que. Donc voilà, quelques exemples de ces liens forts. La biodiversité en contexte agricole, elle va être influencée par différents aspects.
Donc, voilà, le fait que l'on ait une mosaïque paysagère plus ou moins riche, plus ou moins complexe, avec la présence d'infrastructures agroécologiques. On reviendra tout à l'heure sur ce que l'on met derrière. Euh, un facteur d'influence aussi, c'est la taille des parcelles, avec voilà, des études qui démontrent de plus en plus le fait que les petits parcellaires vont, peuvent avoir une influence positive sur la biodiversité en présence sur ces espaces-là. La diversité d'assolement aussi entre les cultures, la diversité va jouer un rôle positif à ce niveau. Et les pratiques culturelles au sein des parcelles aussi qui vont être menées, qui peuvent avoir une influence. Donc les infrastructures agroécologiques, donc les éléments de définition que je garde là, ce sont des éléments fixes du paysage à caractère naturel, qui ne sont pas forcément issus d'un développement spontané. Ils peuvent avoir été implantés, mais bon, ils ont une dynamique naturelle et ils sont des refuges pérennes pour la faune et la flore. Ce sont des habitats semi-naturels de par leur origine, de par leur traitement, dans le sens où la gestion qui est appliquée va influencer leur état, leur évolution. Et donc, ce sont des substrats à faible niveau d'artificialisation, faible niveau d'intervention, avec une végétation majoritairement spontanée et composée d'espèces locales. Donc, on va avoir des éléments des paysagers, des infrastructures agroécologiques ponctuelles, linéaires, également surfaciques. Et parfois, la frontière peut être tenue avec les espaces agricoles, puisque quand on parle d'espaces pastoraux, par exemple, on est sur des habitats semi-naturels, mais qui ont aussi un rôle productif. Quand on parle agroécologie, agroforesterie, aussi, on est sur un entre-deux, entre ces milieux semi-naturels et les milieux de production agricole. Donc, les infrastructures agroécologiques, parfois délaissées, considérées comme non productives dans certains systèmes d'exploitation, et en parallèle, de nombreux services et atouts qui sont rendus, notamment dans un contexte changeant. Donc, quelques pictos pour illustrer ça, entre le fait de pouvoir fournir des auxiliaires de culture, un rôle sur la pollinisation, sur le maintien des sols, la limitation de l'érosion, limitation des risques, qu'ils soient incendie, inondation, l'épuration de certains des eaux, par exemple, la limitation des effets du changement climatique, la préservation d'espaces naturels adjacents, le rôle joué dans les cycles des nutriments, par exemple, des services de fourniture en eau, en alimentation, de ressources fourragères, de maintien des paysages, du patrimoine naturel, culturel, local, et ce rôle joué sur la connectivité, la fonctionnalité pardon, au sein des territoires. D'ailleurs, cette fonctionnalité des infrastructures agroécologiques va être liée à la densité, à la quantité de ces éléments-là dans un territoire, mais aussi à leur état de conservation, à leur qualité. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour vraiment voir, certes, il y a IAE, mais est-ce qu'elle est en bon état, est-ce qu'elle joue pleinement son rôle attendu dans un espace donné. On peut regarder aussi, pour que la fonctionnalité soit pleine et entière, leur localisation, leur connexion, leur mise en réseau, et aussi en fonction des espèces que l'on considère, les traits de vie, les cycles de vie de ces espèces, on va considérer différemment la nécessité de présence, absence, maillage, état de conservation nécessaire pour telle ou telle espèce, puisque chacune de ces espèces a ses exigences. Voilà. Donc, c'est une vision à la fois spatiale, mais aussi temporelle, puisque au cycle, au, au, au fil d'une année donnée, au fil d'une vie d'une espèce donnée, il va y avoir des besoins différents. Il faut considérer aussi cette dimension temporelle là.
Donc, au niveau du Conservatoire d'espaces naturels, dans le cadre de partenariats, notamment avec Montpellier Supagro, en 2010 a été élaborée une méthode qui s'appelle EcoDiag, qui vise à diagnostiquer la biodiversité au sein des exploitations agricoles, donc à l'époque en enveloppe de Roussillon. Donc, les objectifs de cette méthode étaient d'identifier les enjeux de biodiversité au sein des exploitations, sensibiliser les agriculteurs à ces sujets-là, proposer des mesures de gestion favorables issues de ce diagnostic et pouvoir être en capacité d'évaluer, suivre l'évolution de l'environnement. Donc, c'est une méthode qui peut être appliquée à l'échelle d'une exploitation agricole ou plus large d'un territoire environnant, dans le cadre d'une dynamique individuelle d'une exploitation, mais aussi collective en associant plusieurs exploitations intéressées. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la biodiversité potentielle, donc à savoir les habitats semi-naturels comme support de biodiversité. Donc, on va évaluer les habitats semi-naturels et non pas la biodiversité directement. Donc, c'est pas une expertise naturaliste qui est attendue derrière, ce qui permet une application rapide et économique, sans faire d'inventaire exhaustif et sans mobiliser de grandes compétences naturalistes scientifiques. Donc, avec des indicateurs simples, à la fois quantitatifs, donc pour voir la proportion d'infrastructures agroécologiques dans l'exploitation, et qualitatifs sur l'état de conservation. Donc, de quoi on parle derrière IAE pour mettre des mots sur tout ce que l'on a pu évoquer jusqu'à maintenant? Des bandes enherbées, des mares, des fossés, des talus, des arbres isolés, des alignements d'arbres, des haies, mais aussi des friches, des landes, des parcours, des prairies naturelles, sachant que lorsque ces habitats semi-naturels, la surfacique, qu'ils soient floriaux ou de parcours, lorsqu'ils sont utilisés à des fins d'alimentation du troupeau, on peut aller beaucoup plus loin finalement dans la réflexion, dans le diagnostic, puisqu'on est sur des éléments qui jouent un rôle et qui sont intégrés très clairement dans le système d'alimentation et de production des exploitations agricoles. Juste une question, Thibaut, du coup, excuse-moi, c'est nouveau ou ça a toujours été, parce que c'est vrai qu'on voyait, moi je voyais souvent des trucs ponctuels pour les IAE et donc tout ce qui est parcours, landes, friches et prairies naturelles, je l'intégrais pas forcément dans les IAE. Oui, alors la définition peut être plus ou moins élargie justement à ces espaces-là. On considère ce type d'habitat semi-naturel là souvent parce que quel que soit le type d'exploitation, hein, si on a une exploitation viticole ou maraîchère, il peut y avoir un petit bout de garrigue, il peut y avoir un petit bout de forêt, il peut y avoir un petit bout de parcours ou de prairie qui ne va pas forcément servir à de l'alimentation des troupeaux ou par consommation directe ou par force ou autre. Et ça constitue clairement des éléments naturels qui vont jouer un rôle dans le territoire. Donc, on les considère de ce fait-là. Après, c'est vrai qu'il faut mobiliser des méthodes et une réflexion un peu plus complète lorsque l'on parle de ces milieux-là, quand ils ont une fin de production et qui sont au centre finalement du système d'exploitation. Voilà, là on peut-être qu'on peut l'aborder simplement comme un élément contextuel présent dans une exploitation agricole, sans forcément que ça soit l'objet premier de la production. Je ne sais pas si je réponds à ta question et si je suis clair, enfin, pour dire qu'on peut les considérer assez simplement comme des éléments paysagers qu'il faut considérer comme des éléments de naturalité au sein de l'exploitation agricole. Par contre, si c'est vraiment l'objet principal de la production de l'exploitation agricole, ça va mobiliser des méthodes et une réflexion plus large. D'accord. Qui dépassera ce que je présente aujourd'hui. Merci. Donc, pour finir du coup la définition, des alignements de peupliers d'Italie, des alignements monospécifiques de cyprès, de haies de canne de Provence, par exemple, ne seront pas considérés parce que, voilà, avec des espèces parfois exogènes, avec une structuration, une diversité faible. De même, une jachère fleurie d'espèces exotiques comme du pavot de Californie ne sera pas considérée comme une IAE, ou alors considérée comme une IAE potentielle, mais avec un état de conservation très, très bas.
Donc une marge de progrès pour essayer d'atteindre quelque chose d'intéressant pour notamment la biodiversité. De même, un canal en béton ne sera pas considéré comme dans la définition. Donc, au niveau des indicateurs quantitatifs que l'on considère, donc ce sont des indicateurs qui sont facilement appréhendables, qui permettent de fixer un objectif de résultat quantifié, de mettre en place un suivi derrière pour voir leur évolution, et une comparaison possible du coup entre les systèmes d'exploitation. Donc, on a pris le parti dans cette méthode de convertir tout ce qui était ponctuel, linéaire, en surface, pour faire un cumul de surface et d'IAE à l'échelle d'une exploitation. Donc, bon, c'est un peu arbitraire, mais ça permet de donner une indication. Hein, on est vraiment sur des indicateurs. Une haie, elle aura un linéaire qu'on va convertir en surface en lui appliquant une largeur type. De même, une bande enherbée, une mare aussi, on peut évaluer sa surface. Et donc, on va obtenir par rapport à la SAU d'une exploitation un pourcentage de milieux semi-naturels d'IAE en présence. Et ensuite, on a une batterie d'indicateurs qualitatifs, donc des indicateurs simples pour faire le reflet d'une réalité écologique complexe, qui permettent de fixer des objectifs d'amélioration aussi en mettant en exergue des, des résultats par indicateur d'état de conservation entre bon, moyen, défavorable. Ça permet de mettre en place un suivi et de relativiser l'indicateur quantitatif. Certes, il y a une présence d'IAE avec telle linéaire ou telle surface, mais en tel ou tel état de conservation et donc une marge de progrès potentiellement identifiable. Donc on a trois types d'indicateurs sur l'aspect qualitatif. C'est un petit peu similaire à ce que l'on met en place dans les dispositifs tels que Natura 2000 sur l'évaluation de l'état de conservation des habitats naturels. On considère la structure de l'habitat ou de l'élément paysager, sa composition et sa fonctionnalité qui est traduite par des perturbations, des dégradations qui sont constatées. Thibaut, il reste 5 minutes. 5 minutes, ça marche, j'avance alors. Donc là, je passe rapidement, mais un exemple, par exemple, sur les haies naturelles, au niveau de la structure, on va avoir la largeur de la haie, la distance de la haie à la surface cultivée, le nombre de strates au sein de la haie, avec une strate arborée, arbustive et herbacée. Ensuite, la présence d'autres éléments de structure qui vont complexifier la haie. Au niveau de la composition, on va regarder le nombre d'espèces ligneuses, la présence d'arbustes, le fait qu'il y ait des espèces exotiques ou non. Et il y a ensuite des sources de perturbation. On peut aussi regarder la connectivité de cette haie avec le reste du réseau de haies ou le reste du réseau d'éléments paysagers dans l'exploitation. Donc je passe rapidement là sur les mares, on va considérer aussi la pente des berges comme un indicateur. Voilà, je passe rapidement. Donc ça, il y a 5 étapes qui sont menées dans cette méthode pour faire le diagnostic d'une exploitation au niveau des IAE. Donc une préparation préalable, une rencontre avec l'agriculteur qui permet de bien cerner le contexte de cet agriculteur, ses ambitions aussi, ses capacités à gérer. Une phase de diagnostic sur le terrain avec un rapport qui est rendu et des résultats qui sont partagés avec l'agriculteur qui peuvent mener à une réflexion sur la gestion, sur l'action ensuite. Donc ça peut être 3 à 5 jours par exploitant à consacrer, avec une partie de ces jours qui peuvent être directement pris en charge par l'agriculteur, à savoir qu'on peut lui transférer un certain nombre d'éléments de méthode pour qu'il procède lui-même au diagnostic et qu'il s'approprie vraiment le sujet et les indicateurs que l'on cherche à évaluer pour voilà, comprendre le fonctionnement des écosystèmes des IAE que l'on considère. Et on fournit donc des résultats sur ce type-là avec des éléments quantitatifs chiffrés, puis des éléments visuels basés sur une cartographie présentant les IAE ponctuels, linéaires, surfaciques avec l'état de conservation qui a été déterminé. Donc ça donne une visualisation d'un état des lieux à un moment donné qui aide à l'action, à la décision ensuite pour l'agriculteur. Donc ça, c'est une méthode qui a été ensuite adaptée dans le cadre d'un projet spécifique qui s'appelle Biodivo, qui est porté avec
la Chambre d'agriculture de l'Hérault, les syndicats des IGP, des AOC du territoire, le département de l'Hérault et aussi une communauté de communes, donc Grand Pic-Saint-Loup, pour accompagner des dynamiques collectives de viticulteurs pour réaliser ces autodiagnostics. Voilà, on a transféré la méthode pour qu'ils soient en capacité de pouvoir évaluer eux-mêmes l'état de conservation de ce qu'il y a eu. Qui a permis, donc vous voyez sur la carte, de diagnostiquer pas mal d'IAE. On voit de par les petits focus, les petits groupes d'IAE diagnostiqués, le fait qu'on est vraiment sur des dynamiques collectives. À chaque fois, ça prend plus ou moins territorialement, avec le relais d'une cave coopérative, d'un syndicat ou autre. Et ça permet vraiment une émulation, une dynamique collective sur ce sujet-là. Et ça a permis aussi, de par les résultats restitués, de mener ensuite des travaux qui ont fait l'objet de financements particuliers pour restaurer ou implanter des haies, des mares, des milieux ouverts en présence et des arbres isolés sur ces exploitations qui ont été participantes. Donc là, on voit sur un sous-territoire le maillage que ça a pu constituer en termes de diagnostic et derrière, parfois, des actions qui ont été menées. Un autre exemple, c'est sur la commune de Fabrègues, un projet que l'on porte avec eux autour d'un agro-écopole. C'est un ancien domaine viticole qui a été racheté et mobilisé pour réimplanter un système de polyculture élevage aux portes de Montpellier, où gestion et conservation du patrimoine naturel sont intégrés avec le redéveloppement de l'activité agricole pour une bonne voilà, intégration de la biodiversité comme même levier à la production. Et donc, des diagnostics ont été menés en amont hein, sur les habitats en présence, sur les IAE en présence, pour aussi identifier quelles actions sur les IAE pouvaient être menées en étroite articulation avec le viticulteur, le maraîcher, l'éleveur qui ont été installés sur ce domaine pour répondre aussi à leurs besoins, intégrer leurs contraintes et leurs usages pour que ça soit vraiment quelque chose qui soit au bénéfice de cette exploitation-là. Donc voilà, restauration de 4 mares, création de plusieurs autres mares, restauration de petites hydrauliques, le broussaillage des milieux ouverts, plantation de haies, recréation de bandes enherbées ont été menées ou sont en cours à ce niveau-là. Donc, un autre exemple d'application de la méthode comme levier à l'action et à l'appropriation des enjeux par les agriculteurs concernés. Sur l'aspect gestion, simplement pour nommer ce projet-là qui est en cours, sur lequel on est impliqué avec différents partenaires européens dans le cadre d'un projet Erasmus, qui s'appelle Resifarm, où on essaie de capitaliser ces informations sur comment considérer les IAE, les évaluer, identifier leur état de conservation pour ensuite en venir à une bonne gestion adaptée. Donc, c'est un challenge hein, d'essayer de construire un guide technique sur la gestion des IAE parce que il y a beaucoup de contextes différents à considérer. C'est sûr, entre pays européens différents, on a des choses très diverses, ne serait-ce que d'un point de vue administratif ou même climatique et géographique. Donc, c'est pas évident d'avoir un seul son de cloche à ce niveau-là. Mais l'idée, voilà, c'était de donner des grands principes sur la gestion des IAE, quitte à venir détailler et spécifier, appliquer ces préconisations à l'échelle locale en fonction des différents contextes et types de production que l'on peut avoir localement. Dans les grandes lignes sur l'aspect gestion, j'en finirai par là. Des principes que l'on cherche à mettre en avant, c'est l'idée que l'action, la gestion est à adapter en fonction des contextes, c'est ce que je viens de dire, des usages et des ambitions aussi des agriculteurs. Il faut considérer bien sûr la faisabilité des actions que l'on peut envisager en fonction des coûts, des forces vives en présence, des matériels disponibles, d'autres contraintes à considérer sur place. Donc pour cela, en préalable, il y a toujours un diagnostic global, une compréhension du système d'exploitation, des opportunités, des contraintes des exploitants, des projets, des ambitions qu'ils peuvent avoir. Ensuite, sur l'aspect gestion, il peut y avoir différents types d'objectifs suivis, hein, soit
contenir des tendances naturelles en présence, maintenir des équilibres par une intervention, ou alors laisser faire aussi. Il y a certains IAE dans certains contextes qui peuvent avoir pour objectif de se renaturaliser complètement et l'intervention de l'homme étant minime. Ça, c'est au cas par cas qu'il faut le voir, le décider. Des principes aussi de gestion non systématique au besoin pour corriger des dysfonctionnements. Ça, c'est important aussi à dire. Essayer de voir la mise en continuité des différents éléments paysagers pour éviter leur isolement et qu'elles jouent pleinement leur rôle, leur fonctionnalité. L'idée qu'il faut avoir une hétérogénéité à l'intérieur même d'une IAE, c'est ça qui crée de la complexité, de la richesse, de la biodiversité, mais aussi entre IAE, si on a deux et finalement deux de nature différente peut être utile, si on a deux mares également sur une exploitation. L'idée d'intervenir de façon partielle aussi, hein, quand on intervient une année donnée, intervenir sur 30% de la surface d'une IAE, c'est souvent plus propice que d'intervenir sur la totalité. Et puis ensuite, le fait de lutter contre les espèces exotiques et de préserver le végétal local, ça c'est désormais bien sûr connu. Sur les travaux, des éléments qui sont transmis sur la réglementation, les procédures, les dispositifs auxquels ça peut venir se raccrocher. Les périodes des interventions en fonction des enjeux écologiques, des zones de trempées selon la météo. La périodicité d'intervention, tous les temps d'année à déterminer. La proportion spatiale d'intervention à l'échelle du IAE et surtout le fait d'observer la réaction du milieu avant de continuer l'intervention ou de prévoir une gestion en routine ensuite. Bien identifier la capacité donc à gérer par l'exploitant suite à une réhabilitation et traiter la question des déchets, des rémanents lorsqu'il y a eu une intervention. Voilà, j'ai fait un peu court sur la fin, mais voilà, c'était le... Merci Thibaut. Effectivement, si on veut laisser un peu de temps aux échanges et laisser ensuite, voilà, c'est parfait. En termes de timing, on est parfait. Par contre, le son est vraiment très, c'est dommage hein, parce que c'est très intéressant, mais c'est dur de suivre parce que, enfin, je sais pas pour les autres, parce que le son est vraiment de mauvaise qualité. C'est vraiment, ça allait Anna ou c'est peut-être mon ordinateur, hein, c'est peut-être de mon côté, hein, je sais pas. Écoutez, on a un petit quart d'heure de questions du coup. Est-ce que voilà, je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thibaut sur sa présentation et sur Anna? Ouais. Moi, je voulais bien intervenir. Merci Thibaut déjà pour cette présentation. Et donc là, je vois bien que l'aspect autodiagnostic avec les agriculteurs, il est vraiment en lien avec les thématiques biodiversité. Est-ce qu'il y a une relation qui est faite avec l'accueil potentiel des IAE pour les auxiliaires de culture? Souvent, c'est ce qui les motive à travailler sur les IAE, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de relations qui est faite avec la potentialité d'accueil des auxiliaires. Alors, c'est quelque chose qui est discuté hein, systématiquement, en effet, parce que c'est un des arguments sur le maintien ou la création de l'IAE. Et alors, dans le cadre du diagnostic, ce n'est pas intégré aujourd'hui. Ce sont pas des éléments que l'on cherche à évaluer, parce que c'est pas quelque chose que l'on a développé pour l'instant en interne même, hein, comme compétence sur les auxiliaires en eux-mêmes. On est sur le même principe que on est sur un habitat support de biodiversité, donc support d'une partie de biodiversité qui peut être auxiliaire de culture. Et on part du principe qu'un habitat en bon état va forcément intégrer positivement cette fonctionnalité-là. Voilà. Ensuite, dans les discussions, on peut venir plus précisément sur tel ou tel sujet. Mais il y a souvent, quand on met en place cette méthode dans des groupes d'agriculteurs, c'est des questions qui viennent et donc on en discute un peu plus précisément. Ensuite, pour les références scientifiques sur ces sujets-là, on va se référer à des choses qui préexistent par ailleurs pour creuser, aller plus loin, fournir des informations complémentaires auprès de l'agriculteur. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y a des études qui ont été menées, notamment par l'INRA et la Chambre d'agriculture d'Occitanie, dans le cadre de CEDOREF,
qui permettent de donner des indications sur les types d'espèces auxiliaires qui peuvent être liées à la présence de tel ou tel IAE. Il y a aussi la plateforme RBA de Solagro là, qui peut être un site de ressources intéressant pour justement rediriger les agriculteurs qui veulent creuser ce sujet spécifique des auxiliaires. Donc voilà, l'idée c'est ensuite de... Après, c'était surtout d'un point de vue sensibilisation des agriculteurs. Souvent, on a contact avec les agriculteurs vis-à-vis de la biodiversité parce qu'on est sur des territoires à forte valeur patrimoniale. Mais souvent, pour les amener à travailler sur la gestion de ces IAE, c'est intéressant de valoriser un peu le rôle qu'ils ont pour l'accueil des auxiliaires, quoi. Ouais. Après, vraiment, ce que je vous ai présenté là, c'est pas forcément le support de présentation que l'on utilise auprès des agriculteurs. Et en effet, on a dans les réunions que l'on organise des arguments, des sujets traités qui peuvent être ceux dont tu parles. Et en effet, mettre en avant la présence d'auxiliaires, rentrer un peu dans le détail sur ce sujet-là. Le rôle de certaines IAE sur la limitation de certains effets du changement climatique ou des effets climatiques en présence sur un territoire. Enfin, au niveau des services écosystémiques, on peut revenir plus longuement lors des échanges avec eux. Ok, merci. Anna, tu voulais intervenir du coup? Oui, est-ce que je fais un test, vous m'entendez? Très bien. Ah, ben voilà, j'ai changé d'ordinateur, ça va mieux. Oui, alors merci pour cette présentation. Je trouve qu'il faut toujours un équilibre en fait entre incitation financière des agriculteurs, l'aspect sensibilisation et aussi la faisabilité. Alors du coup, ça me fait penser à des actions qu'on a justement prévues en lien avec le SEN chez nous sur un de nos sites Natura 2000. Pour vraiment travailler avec des agriculteurs sur l'entretien simple avec leurs moyens d'entretien de mares notamment. Ça peut être aussi l'entretien des haies. Mais je trouve que c'est toujours très important d'amener les agriculteurs à vraiment apprendre les choses avec leurs moyens, en dehors de la possibilité de rejoindre un autodiagnostic. Et sinon, sur Biodivo, moi, c'était surtout une question très concrète. Est-ce que Biodivo, ça continue et est-ce que des groupes éleveurs est-ce qu'on peut relancer des groupes avec les éleveurs? Je sais que ça s'est fait d'abord chez les viticulteurs, puis ensuite il y a eu des groupes éleveurs qui sont arrivés il y a à peu près 2 ans. Et je sais que nous avons des agriculteurs aussi qui avaient participé sur l'Écosse. Mais voilà, comment ça se passe en fait et comment on peut monter un groupe, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées chez nous. Et voilà, je voulais dire que sur le végétal local aussi, il faut travailler avec des relais, des associations ou des structures qui sont un petit peu opérateurs de l'arbre dans les différents départements. Et selon les départements, bon voilà, c'est pas tout à fait équitable. Il y a des départements où il y a des structures vraiment souvent associatives qui sont très présente, et souvent végétal local c'est bien, mais ça manque encore un peu d'existence. C'est souvent il y a pas possibilité d'accéder à du matériel végétal vraiment en provenance de ce label, quoi. C'est encore un petit peu dans les starting blocks, quoi. Voilà, il faut créer des réseaux en fait et créer des filières, quoi. Ouais. Voilà. Si je peux permettre, ça amène aussi beaucoup de questions. Ce que tu dis, Anna, là, par rapport au plan France Relance et à toutes les haies qui doivent être plantées, etc., d'ici très, 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 très vite, d'ici 2 ou 3 ans, là, même pas, je crois, avec effectivement une problématique pour se fournir en végétaux locaux. C'est le parc des Pyrénées ariégeoises qui met en place une filière de ce type, qui travaille avec le conservatoire botanique, là, sur une filière de végétal local ligneux. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce... Voilà. Ils le présenteront lors de notre prochain atelier d'échange d'expérience. Donc, je fais la publicité au passage qui aura lieu le 2 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Thibaut? Ou des échanges globaux, hein, bien sûr. Pour rebondir peut-être sur les questions de Anna. Oui, pardon. Sur
Sur l'aspect biodivo, donc c'est vrai qu'il y a des groupes de viticulteurs qui ont été menés depuis plusieurs années et qui se perpétuent. Et il avait été initié d'essayer de travailler aussi avec des groupes d'éleveurs qui étaient intéressés parce qu'ils présentaient voilà, des espaces en propriété ou en gestion de leur part qui pouvaient être valorisés au vu des éléments paysagers en présence et pourquoi pas essayer d'envisager de compléter le maillage paysager sur leurs espaces. Donc c'est toujours possible, hein, ça dépend vraiment de la demande, des dynamiques collectives, hein, parce qu'on est vraiment sur ce principe-là, d'essayer d'accompagner des dynamiques collectives. Donc à ce moment-là, oui, il peut très bien être envisagé de relancer un groupe spécifique avec eux. Et donc oui, sur l'aspect végétal local, c'est vrai qu'on alors c'est pas moi qui m'en occupe directement, c'est un collègue qui, lorsque les diagnostics des IGAE en présence mène à penser à de l'implantation complémentaire de haies, notamment ou autre, il y a une certaine difficulté à s'approvisionner en local et en très adapté au contexte pédoclimatique d'un territoire donné. Et donc c'est vrai que comme tu le dis, hein, que il y a un bon maillage désormais de structures qui travaillent sur ce sujet-là et qui peuvent voilà, accompagner le développement d'une filière, même de production de végétaux locaux et puis voilà, c'est travailler de concert à ce niveau, en effet. D'autres questions? Anna? Oui, bah, c'est vraiment une question, bah, c'est plus la question qui fâche, c'est par rapport à la PAC et la perte que peut représenter la plantation de haies. Alors du coup, ça concerne vraiment la plantation de haies, mais comment, je suis pas très bien au courant comment ça se passe par rapport à comment ça s'appelle, la proratisation des surfaces et comment ça peut être considéré. Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus pour que ce soit qu'il y ait plus d'incitation que de réticence pour les agriculteurs à ce niveau-là? Je ne sais pas si je suis claire. Bon, j'aurai une partie des réponses peut-être dans mon intervention, puisque j'ai prévu de voir comment sont pris en compte dans la PAC justement les infrastructures agroécologiques. Donc, je pense à ça parce que notamment dans l'Hérault, il y a la Chambre d'agriculture qui va justement dans le cadre du plan de relance faire des plantations, donc répondre à cet appel à projet et faire proposer la plantation de haies auprès des agriculteurs, toujours sur des projets à minimum 150 mètres linéaires de haies. Donc c'est relativement conséquent et voilà, je vois que la Chambre d'agriculture est mobilisée là-dessus et donc il doit y avoir quand même un peu de nouveau, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'ajouterais aussi une remarque du coup sur le fait qu'il y a de plus en plus d'exploitations ou de coopératives là, qui se lancent sur des labels type HVE, HVE3. Et c'est vrai que dans tous ces labels, il y a un travail qui va être réalisé sur l'implantation et la gestion des IAE. Et je pense qu'il faut vraiment sauter sur l'occasion pour travailler avec eux sur des implantations pertinentes. Parce que voilà, là, c'est vraiment dans l'air du temps et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer là-dedans, quoi. En effet, je pense qu'en effet, la présentation de Pierre Lemoudy tout à l'heure nous complétera cette articulation avec le dispositif existant. Et voilà, l'intervention que j'ai faite permettait de voir aussi que ça pouvait, on pouvait agir sur le sujet sans forcément se raccrocher toujours à un cadre préexistant ou un dispositif préexistant. Il y a aussi une possibilité de pouvoir répondre à des attentes plus spontanées de certains agriculteurs dans le cadre de dynamiques collectives et en articulation avec tout ce qui se fait, bien sûr, dans le cadre de dispositifs incitatifs par ailleurs.
Du coup, Claire, je te propose d'enchaîner, comme ça apportera certaines réponses du coup à Anna et ça complétera la présentation et que du coup, on continue les échanges et les questions suite à ta présentation. D'accord. Donc, je vais partager mon écran. Voyons voir ce qu'il me propose. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. C'est sur. Tu as arrêté oui, Thibaut, tu as arrêté le partage. Puisqu'on se voit. C'est la petite flèche en haut à droite à côté de quitter, Claire. Tu l'as essayé tout à l'heure, ça fonctionnait, je crois. Oui, oui. Voilà, super. Ça y est. Alors, c'est pas en mode diaporama, mais on voit bien. Oui, parce que je l'ai mis en PDF pour éviter justement d'avoir le diaporama à côté. Je peux peut-être faire affichage plein écran, ça sera encore mieux. Voilà. Voilà, super. C'est parti. Donc, je ne vous représente pas l'Adasea. Donc, bon, là, je fais écho à ce que Thibaut vient de présenter. Je rajoute des nuances. Alors, c'est rigolo parce que je me suis dit, bon, c'est une vue très Languedoc-Roussillon. Et puis, nous, on a une vue un petit peu plus Midi-Pyrénées, donc avec beaucoup plus de culture, où on va chercher les infrastructures agroécologiques, des fois, au milieu des champs. Donc, on n'a pas tout à fait la même définition. Mais je pense que ça retrace les différences entre nos paysages ruraux. Donc, milieu semi-naturel, oui, mais nous, on n'inclut pas forcément de la végétation spontanée ou pas. Ça peut être issu de végétation plantée à l'origine. Voilà, et même, j'avais envie de dire à Thibaut tout à l'heure, mais du coup, je lui réponds, même dans une haie de thuya ou autre, il peut y avoir des oiseaux qui nichent. Et par rapport aux agriculteurs qui ont conservé ça, même si c'est pas terrible, et qui ont ça sur leur parcelle agricole, des fois c'est mieux que rien. Donc on essaye de ne pas être trop donneur de leçons avec les agriculteurs et de les amener, de les sensibiliser évidemment vers les végétaux locaux, etc. Mais il n'empêche de considérer aussi ces infrastructures non spontanées, on va dire. Même si, effectivement, si on devait faire un diagnostic comme Thibaut, on ne leur donnerait pas une super note, ça c'est évident. Hein. Et qu'on conseillerait leur substitution. Et je rajoute à la définition de Thibaut le côté agricole que j'ai trouvé qui manquait un petit peu. Donc là, c'est des infrastructures agroécologiques, écologiques oui, mais le plus souvent, elles sont gérées par les agriculteurs. Elles ont tout en général en commun qu'elles ne reçoivent ni engrais ni pesticides. Je pense. Pour les agriculteurs, pour eux, ils se noient un petit peu parce que selon les dispositifs réglementaires, la PAC, le machin, ou les interlocuteurs qu'ils ont, il y a plusieurs noms. J'aurais pu faire un nuage de points, peut-être on peut le faire encore plus fourni. On leur a parlé de particularités topographiques, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il faut l'avouer, de surface d'intérêt écologique, d'éléments fixes du paysage. On parle aussi de zones tampons. Pour nous, quand on arrive, c'est plutôt des habitats semi-naturels et enfin les infrastructures agroécologiques. Donc c'est vrai que des fois, ils ont de quoi se perdre. Donc c'est important quand on travaille avec les agriculteurs de leur expliquer de quoi on parle en fait, et à travers les exemples. Bon, je ne reviens pas par contre sur les infrastructures, qu'est-ce que ça recouvre, même si nous, vu on est dans des milieux très agricoles, on y rajoute par rapport à ce qu'a présenté Thibaut, tout ce qui est bord de champs, interchamps, lisières, même les bords de chemin, banquettes, chemins creux, etc. Voilà, tout ça, c'est des milieux interstitiels qui sont des infrastructures agroécologiques et qui accueillent
une faune auxiliaire, pollinisatrice, etc., vis-à-vis des champs agricoles qui est à côté. On a aussi les bosquets, des fois c'est simplement des coins de champs qui ne sont pas, pour telle ou telle raison, qui ne sont pas cultivés et qui donc constituent des mini-infrastructures agroécologiques, mais qui peuvent du coup accueillir ponctuellement ou de façon plus pérenne une faune intéressante. Voilà, et on inclut aussi le petit bâti et les murets dans notre définition des infrastructures agroécologiques. Alors, pourquoi s'intéresser aux infrastructures agroécologiques? Donc, Thibault l'a bien présenté avec toutes ces petites pictogrammes que j'aimais bien. Donc, ce sont des lieux de vie permanents ou intermittents qui permettent la reproduction, l'alimentation, le refuge, l'estivation, l'hivernation et la circulation. Le côté corridor est très important, de groupes biologiques qui appartiennent à tous les règnes du vivant. Ça, c'est intéressant parce qu'on pense souvent, bon, les oiseaux, les insectes, forcément, mais on a aussi tout ce qui est champignons, tout ce qui est bactéries, etc., et la végétation qui trouve là un lieu de vie qu'ils ne vont pas forcément trouver dans le milieu agricole remanié en permanence. Grâce à toutes ces bactéries, ces champignons et l'ensemble du monde vivant, les IAE participent à l'accomplissement de toute ou partie du cycle de l'eau, de l'azote et de tous les autres éléments minéraux et du carbone, évidemment, qu'elles contribuent à stocker. Donc, c'est important parce que dans des milieux très artificialisés, finalement, c'est là les lieux où vont pouvoir se faire des cycles de tous ces éléments minéraux assez complets vis-à-vis des champs à côté. Ensuite, de façon au niveau à échelle un peu plus large, ce sont des barrières, des corridors dans les paysages agricoles qui en constituent la porosité, qui les rendent plus ou moins poreux vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la faune, qui en constitue aussi la rugosité vis-à-vis justement des circulations d'eau, du vent, de la chaleur, etc., et qui permettent de réguler et donc de remplir de grands services écosystémiques. Je ne vous apprends rien. Et puis, en fait, les IAE participent ainsi à la résilience des paysages ruraux face au changement, notamment des pratiques culturales. Nous, en zone intermédiaire dans le Gers, on a eu beaucoup de changements, et notamment des changements dans les exploitations agricoles, de polyculture élevage. On est passé dans certains coins à la polyculture un petit peu uniforme. Sont restés un minimum d'infrastructures agroécologiques qui étaient là avant, qui sont toujours là, donc qui constituent un petit peu une espèce de résilience du paysage au changement des pratiques culturelles, de l'occupation aussi du sol aussi, de tout ce qui est construction humaine aussi, artificialisation des sols. De plus en plus, on essaye de prendre en compte ces infrastructures et ne plus systématiquement les raser quand il y a des aménagements. Et il faudrait le faire de moins en moins, évidemment, et pouvoir conserver les alignements, les haies, les choses comme ça au sein des lotissements, par exemple. Et puis, face au changement climatique, évidemment. Alors, pour les agriculteurs, parce que là, c'était les intérêts pour tout le monde. Pour les agriculteurs, c'est important, je pense, de rappeler tout ce que ça peut leur amener. D'une part, de façon très concrète, c'est des limites entre les parcelles. Et dans nos campagnes, il y a toujours le cognacier qui fait le coin du champ, qui s'appelle les cognaciers à cause de ça. Il y a les haies, etc., qui constituent des limites physiques, les haies, les talus, etc., qui constituent encore des limites entre les parcelles, donc qui ont une utilité par rapport aux agriculteurs et aux propriétaires. Pour le bien-être animal, évidemment, puisque par rapport à l'ombre, par rapport à l'abreuvement, c'est des compléments fourragers, etc. Donc, avoir des herbages avec plein d'arbres isolés, des haies, etc. Bon, voilà, on peut se dire que pour le bien-être animal, c'est quand même plus intéressant que des animaux en plein soleil.
La lutte contre l'érosion et le ruissellement, je ne vais pas m'étendre dessus parce que tout le monde le connaît. L'épuration, tout ce qui est notamment mares, petites zones humides, etc. Fertilisation du sol, stockage des nutriments, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la richesse de ces infrastructures en champignons, bactéries, etc. C'est des régulateurs thermiques pour les cultures, donc ça a été montré par différentes études que les agriculteurs perdent dans les premiers champs près de la haie, près d'une haie par exemple, ils perdent évidemment du rendement du fait de l'ombre, etc. Mais que à partir de 10 mètres et environ 50 mètres dans le champ, ils gagnent, les cultures sont plus belles parce que elles sont protégées au niveau climatique des grosses, elles sont un petit peu régulées, des grosses intempéries ou des grosses chaleurs. Barrières, donc c'est des barrières pour les semences. Pour les agriculteurs, c'est important. Il faut savoir, par exemple, qu'on a des agriculteurs qui font de la production de semences de colza, par exemple, ils doivent être à une certaine distance, à plusieurs kilomètres, d'autres champs de production de colza. Quand il y a des haies, ça leur permet de réduire cette distance. Donc la haie est prise quand même par les semenciers en compte comme des barrières physiques à la propagation des pollens. Alors, barrières, donc pour nous aussi, c'est important puisque c'est des barrières physiques pour la propagation des pollens qui peuvent poser des problèmes allergisants ou autres. Et ça peut permettre aussi d'éviter trop de croisements entre les différentes plantes. Propagation des champignons, c'est pareil, les haies protègent la propagation de certaines maladies liées aux champignons, notamment sur la vigne, etc. Régulation des ravageurs de culture, bon, ça je ne m'étends pas dessus, maintien des pollinisateurs, très très important, et puis protection des habitations vis-à-vis des traitements, mine de rien, pour certains agriculteurs, de laisser une haie le long des habitations, ça leur permet d'être en paix avec leurs voisins non agriculteurs. Les limites pour les agriculteurs, par contre, alors la première, la plus grosse et qui ressort le plus quand on interroge les agriculteurs sur le fait de maintenir des infrastructures agroécologiques, c'est vraiment le coût d'entretien, le temps passé à entretenir. Et c'est la première cause d'ailleurs de non-implantation ou d'arrachage des haies, quand on propose à les agriculteurs d'implanter des haies ou on leur dit pourquoi vous arrachez cette haie. La réponse, c'est vraiment le coût d'entretien. Il faut passer au moins une fois par an pour pas que ça gagne sur le champ. Il faut entretenir, il faut du matériel spécifique, puisque maintenant, il ne faut plus éclater les branches, etc. C'est du temps passé. Ne parlons pas, évidemment, de tous les chemins de creux qui existaient dans toutes nos campagnes et qui sont systématiquement abandonnés, puisque là, ils ont en plus pas de matériel pour passer, voilà, et puis c'est du temps. Le comblement des mares, parce que, entretenir une mare, de toute façon, elle se comble naturellement, donc on laisse faire au lieu de l'entretenir. Donc, c'est vraiment le facteur limitant, la première cause. Ensuite, il y a évidemment l'aspect dimensionnement du matériel agricole et du parcellaire qui a eu des grosses tendances à augmenter. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout de matériel agricole qui est dimensionné. Donc les branches des arbres, ça gêne parce que ça gêne le tracteur qui est trop gros. On ne peut pas passer dans le chemin, etc. Et puis, les effets de lisière. Même si tout à l'heure j'expliquais que finalement il a été montré qu'il y a une augmentation du rendement, mais pour les agriculteurs, ce qu'ils voient, c'est les premiers mètres en lisière, que ce soit une bande enherbée, que ce soit le chemin, que ce soit la lisière du bois, que ce soit une haie. Ils se rendent compte que dans les premiers mètres, il y a un petit peu plus d'adventices, il y a un petit peu moins de céréales qui poussent.
Donc pour lui, il perd quelques mètres, voilà, entre guillemets. Donc c'est les 3 grosses limites, je pense, limites psychologiques pour les agriculteurs, hein, psychologiques et réelles pour ce qui est de l'entretien, pour les inciter à maintenir leur IAE. Alors, les dispositifs, malgré tout, donc tous ces éléments ont fait que les infrastructures agroécologiques ont fortement diminué, voire disparu de certaines campagnes. On ne peut pas se plaindre en Occitanie, hein. Je pense qu'on est une des régions les mieux fournies en infrastructures agroécologiques et en richesse en bord de champ. Je participe à un suivi de la biodiversité en bord de champ qui est mené à l'échelle nationale par une association entre INRA et Chambre d'agriculture. On suit 500 parcelles en France entière depuis une dizaine d'années, où on suit la richesse en coléoptères, la richesse en végétation, la richesse en vers de terre et oiseaux en bord de champ et dans le champ, donc toujours les mêmes parcelles pendant 10 ans. Et les premiers constats, c'est que de la région, les parcelles de la région Occitanie, on a une richesse de 30% plus forte pour tous ces groupes que dans le reste de la France, même en région PACA. Donc c'est assez étonnant, mais voilà. On n'est pas les plus mal lotis. Et je pense que ça vient du fait qu'on a encore pas mal de structures d'IAE présents dans nos paysages. Alors, les dispositifs qui permettent de maintenir les exploitations agricoles, on en parlait tout à l'heure, hein, la PAC a quand même pris en compte ces défauts des premières années, puisque c'est quand même la réglementation de la PAC qui a contribué à massifier l'arrachage des haies, la disparition de certaines ripisylves, etc. dans les premières années, puisque les aides PAC étaient calculées au mètre carré de culture. Et donc, dès qu'on avait un élément qui n'était pas vu cultivé, ça faisait des primes en moins. Donc, il y a eu un gros effet indésirable qui maintenant a été pris en compte. Donc maintenant, il faut savoir que là, je ne l'ai pas mis, mais par rapport quand un agriculteur décide une parcelle sur son télépack, il inclut dedans les haies, les mares, etc. C'est inclus dans le dessin de la parcelle. Et la prime compte sur toute la surface de la parcelle. Voilà. Excuse-moi, je me permets. Il faut 5 minutes encore si on veut laisser un petit peu de temps et d'échange parce qu'on est censé. J'avance. 10h30 à 10h35, ça ira, mais voilà si. J'avance. Donc, hormis le fait que maintenant, ça ne les désavantage plus d'avoir ces éléments dans leur parcelle au niveau de la prime, ils sont soumis aussi à des conditions, notamment ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. Pour toucher l'intégralité de la aide PAC, ils sont obligés de maintenir les bandes tampons en bord de cours d'eau. Donc ça, voilà, partout il y a beaucoup de cours d'eau, comme c'est le cas nous dans le Gers par exemple. On a maintenant un réseau de bandes tampons qui extraordinaire et qui concourt bien sûr donc de bandes enherbées qui sont pérennes puisqu'elles sont là depuis 10 ans maintenant et qui concourent de façon extraordinaire. Ça fait des mini corridors tout le long des ruisseaux. Je pense au niveau de la faune, ça concourt fortement à la richesse biodiversité de nos campagnes. Et ils sont obligés de maintenir les particularités topographiques. C'est appelé comme ça. Donc, je le mets derrière. Non, je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas détaillé. Donc, les particularités topographiques, c'est justement les haies, les mares, etc. Ils sont obligés maintenant de les maintenir dans leur PAC. Donc ça, après, c'est vérifié par les instructeurs PAC, par l'État, sur les photos aériennes, tout simplement. Paiement, ensuite, ça c'est la conditionnalité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le paiement vert. Donc, pour toucher un surplus de prime PAC,
Ils doivent répondre à plusieurs engagements et notamment de maintenir 5% de surface d'intérêt écologique sur leur exploitation. Alors, attendez, je l'ai quand même mis. Oh, mince. Je vois que j'avais préparé une diapo exprès dessus. Et bon, alors, de toute façon, il n'y a que 5 minutes. Je vous ferai parvenir le détail de ce qu'on inclut dans ces SIE. Alors, c'est tout à fait comme le diagnostic que présentait Thibaut. C'est-à-dire qu'il y a un équivalent des mètres linéaires de haies, des mares, des arbres, des bosquets et des arbres ponctuels, des gros arbres ponctuels, un équivalent de surface. Ça inclut aussi les bords de champs, les lisières, les bandes tampons, etc. On fait un amalgame de tout ça en surface, un équivalent surface hectare. Et ils doivent tous maintenir 5% de la surface de l'exploitation en SIE, en surface d'intérêt écologique. Voilà. Et quasiment tous le font parce que le paiement vert représente quand même une proportion non négligeable de la prime PAC. Voilà. Mais ils ne sont pas obligés. Alors, il n'y a que les agriculteurs biologiques et les éleveurs qui ont plus de 75% d'herbes qui n'y sont pas soumis. Voilà. Donc, c'est pour ça, des fois, on peut voir des nouveaux agriculteurs biologiques qui dégomment des haies. Eux, ils ont le droit. Bon, ça, c'est un petit peu les incohérences. J'espère que ça sera corrigé dans la prochaine PAC. Donc ça, c'est le premier pilier de la PAC. Le deuxième pilier, donc, qui est un pilier non obligatoire, c'est les mesures agri-environnementales et climatiques, donc les fameuses MAEC, où là, il y a tout un panel de mesures d'entretien des linéaires, d'implantation des couverts spécifiques et herbacées, et de mesures de gestion des prairies. On parlait tout à l'heure des prairies, est-ce qu'elles sont dans les AE ou pas? Dans certains cas, elles peuvent, dans des exploitations qui n'ont plus d'élevage, ces mesures-là peuvent permettre de maintenir des petites prairies en bord de rivière, etc., qui sont autant d'infrastructures agroécologiques. Ensuite, il y a la réglementation sur les nitrates et les phytos qui ont institué la mise en place de zones de non-traitement, donc qui se traduisent par les bandes tampons en bord de cours d'eau. Donc, selon les produits phyto qu'ils emploient, sur chaque mode d'emploi, ils ont interdiction de mettre en place le traitement à plus ou moins de mètres de cours d'eau. Donc, il y a certains produits, c'est 5 mètres, il y a 5 produits, c'est 50 mètres. Et souvent, ils choisissent dans ces zones de non-traitement de ne pas cultiver du coup. Donc, ça fait des bandes des bandes herbacées, par exemple, qui agrandissent les bandes tampons et qui sont de nouvelles infrastructures agroécologiques. Et de même, alors là, c'est plus récent, les fameuses zones de non-traitement autour des habitations avec les chartes phyto dont vous avez entendu parler et qui sont mises en place l'an dernier. Donc, selon les départements, c'est de 3 à 10 mètres, les départements et les cultures, de 3 à 10 mètres autour des habitations. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui choisissent du coup, quitte à ne pas traiter, pareil, à laisser un couvert spontané s'installer et à ne plus du tout cultiver ces petites bandes qui sont donc des nouvelles IAE dans lesquelles pourront se réfugier nos pollinisateurs et nos auxiliaires. J'ai indiqué les PSE, les paiements pour services environnementaux, alors notamment l'expérimentation côté Adour-Garonne, qui comptabilisait en fait les haies, les mares, etc., comme donnant des points supplémentaires qui donnaient droit à paiement PSE. Donc c'était une façon directe d'inciter les agriculteurs à conserver, voire à augmenter ces éléments-là dans leur exploitation, puisque d'une année sur l'autre, ils pouvaient augmenter leurs points en plantant des haies, par exemple. Donc ça, je faisais un détail des mesures agri-environnementales, mais je pense que je n'ai plus le temps. Des zones de non-traitement, etc. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et encore, comme on l'a dit tout à l'heure, la certification HVE qui pousse certaines exploitations maintenant à avoir davantage d'IAE sur leur exploitation pour pouvoir avoir la certification. Il arrive aussi la certification de label bas carbone
Donc, ces exploitations qui veulent vendre des crédits carbone, mais pour avoir le label, il faut qu'elles puissent stocker et montrer qu'elles stockent un certain nombre de carbone. Donc, ça peut passer par la prairie, mais évidemment par la plantation de haies. Et puis après, sur tout un tas de pratiques sur l'exploitation. Hein, mais voilà, c'est des nouvelles choses qui sont une occasion pour les agriculteurs de remettre des IAE sur leur exploitation. Il y a les contrats de prestation pour services environnementaux, notamment la démarche Épiter, qui, le principe, c'est de proposer à des financeurs privés, par contre, le financement justement de mise en place, par exemple, d'IAE dans les exploitations agricoles pour remplir un certain nombre de services environnementaux. Les baux ruraux à clause environnementale peuvent permettre à certains propriétaires, notamment publics par exemple, d'instituer des clauses de gestion des IAE, de maintien et de gestion. Les ORE dans une moindre mesure, puisque ce n'est pas directement aux agriculteurs qu'on s'adresse, mais des fois ils peuvent être inclus dans les conventions ORE. Les chartes Natura 2000, il y a beaucoup d'opérateurs Natura 2000, donc c'est vrai que nous, dans les chartes, on avait des préconisations sur le maintien et la gestion des fossés, des haies, etc. Il y a tous les programmes de plantation de haies et de restauration des TVB des collectivités, les actions de longue date des associations haies et agroforesterie qu'on a un petit peu partout dans nos départements. La Fédération des chasseurs avec son programme Miléoc qui fait de la restauration de mares et de haies notamment. Le programme de plantation de France le relance. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le plus important, c'est l'animation, l'accompagnement, la formation et l'implication des agriculteurs. Et tout ce qui est donné sur les auxiliaires et les pollinisateurs, je pense, sont très importantes à vulgariser pour inciter les agriculteurs à conserver leur IAE. Voilà, j'arrête. Merci Claire. Par rapport à ce que à la fin, là, tu parles de données chiffrées, en fait, que c'est important d'avoir des chiffres à donner aux agriculteurs par rapport à l'importance des auxiliaires, des pollinisateurs, par rapport aux… Alors, des données ou en tout cas des résultats d'études oui. Oui, mais tout ça, on l'a dit, hein, il y a l'INRA travaille dessus avec ses bioref. Solagro fait pas mal de vulgarisation aussi. Voilà, on a de plus en plus de support, mais c'est des données, ça peut être aussi de l'exemple. Hein. Nous, on a fait des formations auprès de viticulteurs en site Natura 2000, où on avait installé des petits pièges à insectes sur le truc. Et le jour de la formation, on a regardé tout ça. Et la formatrice a pu expliquer, bah, vous avez ça qui provient de la haie, ça, etc. C'était l'auxiliaire, c'était voilà. Et là, les agriculteurs, ils étaient super emballés. Voilà. Donc, c'est du pratique, évidemment, mais c'est important de leur faire toucher du doigt. Et ils sont très, très réceptifs. Voilà. Il nous reste peu de temps pour les échanges. On peut se donner jusqu'à 10h35 si ça vous convient. On essaie de tenir le timing pour ceux qui ont des impératifs ensuite. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation pour Claire? C'était très clair et très complet. Non, pas tant que je le voulais, parce que j'ai une diapo justement sur les obligations de la PAC là, qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bon, je la retrouverai, je vous l'enverrai. Je te propose, Claire, c'est parce que de toute façon, on va mettre les présentations sur le site avec la rediffusion du webinaire. C'est que j'attends ta nouvelle version avec la diapo complémentaire avant qu'on les mette sur le site. D'accord. On l'envoie et ensuite on mettra le… Voilà. Moi, ce que je vois par rapport à ta dernière diapo aussi, c'est qu'il y a vraiment énormément finalement de dispositifs, de possibilités, d'outils pour essayer de les sensibiliser à ces infrastructures, enfin, comment dire, à l'utilité de ces infrastructures agro-environnementales. On a presque l'impression, alors là, c'est vraiment, je me fais l'avocat du diable, que c'est presque difficile de choisir le bon outil ou le bon dispositif. Finalement, il y a tellement de choses, on dirait que
comment, en fait, tout dépend de la situation, du site sur lequel se trouve l'agriculteur, pour arriver voilà, à savoir de quoi utiliser finalement dans tout ce que tu as listé? Ben, c'est à la fois une bonne connaissance de la réglementation par rapport à l'agriculteur, donc effectivement pour lui dire que de toute façon, il doit maintenir ses haies, etc. J'ai oublié de dire dans l'obligation PAC par rapport aux haies, il y a aussi les dates. Il ne doit pas, il a interdiction d'entretenir les haies entre mars et juillet. Hein, donc, il n'y a qu'à partir du mois d'août. Donc, voilà, c'est quand même des choses qu'on ne sait pas forcément, nous, naturalistes, hein, dans nos gestionnaires d'espaces naturels. Les agriculteurs le savent, voilà, l'ont plus ou moins su. Donc, c'est important de le savoir aussi, puisque ça fait partie et que pour les accompagner, c'est plus facile. Et ensuite, je pense que alors on a chacun nos différentes entrées. Mais par exemple, en tant qu'animateur Natura 2000, ben on a des outils, on a les MAEC, on a les chartes, mais on a surtout l'outil principal, c'est l'animation. Hein, c'est avec diagnostic, donc on l'a vu avec Thibaut, qui est le gros outil de sensibilisation, c'est d'aller avec l'agriculteur chez lui, au pied de ses infrastructures, et de discuter de l'utilité de ses infrastructures, de sa gestion, etc. Je pense que c'est quand même le nœud de la guerre, c'est celui-là, quel que soit finalement l'outil, effectivement, qu'on utilise après. Après, moi, j'apporterais quand même un petit bémol sur certains dispositifs qui sont vraiment peu incitatifs. Je pense par exemple au MAEC, sur les mesures linéaires qui sont très peu souscrites du fait de l'incitativité de ces mesures. Par contre, vraiment insister sur l'intérêt des associations arbres et paysages qui sont dans les différents départements et qui sont vraiment en train de mener une démarche intéressante. Et j'invite tous les animateurs naturels à essayer de se rapprocher de ces structures-là pour accompagner dans le cadre de démarches collectives, parce qu'ils ont une démarche très individuelle vis-à-vis des privés et des agriculteurs. Mais c'est vrai que là, on a vraiment intérêt de se rapprocher de ces structures-là pour essayer de mettre en place des démarches collectives dans des territoires qui sont vraiment intéressants et pour lesquels on peut faire le lien facile entre l'intérêt pour la biodiversité sur nos sites Natura et ces démarches-là, quoi. Après, les MAE linéaires, nous, entretien de haies, ils ont bien fonctionné. Hein. On a des bons résultats dans le Gers, mais ça demande beaucoup d'implication de notre part, puisqu'on écrit le plan de gestion au cas par cas, pour chaque agriculteur et chaque type de haie. Bon, dans le cadre de l'animation Natura 2000, on peut se le permettre puisqu'on est rémunéré pour. C'est plus compliqué des fois quand on n'est pas, voilà, quand on n'a pas justement des financements d'animation derrière. Et après, c'est des démarches complémentaires à des mesures surfaciques. On a, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, mis en place de mesures linéaires uniques pour des exploitations, malgré le fait que ça aurait pu le mériter dans certains cas, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est complémentaire. On n'a pas tellement d'outils pour la gestion, en fait. On a beaucoup d'outils pour la plantation de haies, mais pour la gestion derrière, c'est pas. Voilà, on a quand même moins d'outils pour accompagner les agriculteurs. Donc c'est quand même l'avantage. Il a l'avantage d'exister celui-là. Après, j'ai pas trop connaissance de dispositifs qui permettraient d'inciter les agriculteurs vers de la RNA, de la régénération naturelle assistée. Et c'est vrai que ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'amener les agriculteurs à réfléchir, surtout dans notre contexte méditerranéen, là, à travailler sur ces techniques-là, quoi. Dans tous les contextes, je pense. Après, c'est possible. Justement, dans la MAE, il était possible de faire du regarnissage de haies par Régénération naturelle, ouais. Voilà, il fallait bien l'expliciter dans le plan de gestion, par contre, par rapport à un éventuel contrôle, etc. Mais c'est vrai que c'est des formations sur cette technique-là, notamment dans le cadre de certains dispositifs qui existent, ça pourrait être intéressant à réfléchir, quoi. Oui, mais elle a beaucoup de mal, par contre, j'en discute souvent avec Arbre et Paysage 32, ils ont beaucoup de mal à avoir du répondant, hein, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les collectivités ou la végétation, la régénération naturelle. Ça a l'air, voilà. Pour tout le monde, ça paraît plus simple de planter que de. Or, on a tous plein de talus où la végétation est rousiguée systématiquement et qui ne demandent qu'à
Pas qu'à de souci, s'exprimer. c'est clair. Claire, je crois que tu voulais intervenir et Anne après, Anna peut-être après, Claire et Anna ensuite. Oui, merci. Alors, oui, donc déjà, c'est pour réagir un petit peu à ce qu'il disait par rapport aux mesures sur l'entretien des linéaires. Alors, à titre d'exemple, nous, sur le PAEC de Garonne, par exemple, on a une mesure depuis quelques années maintenant, et qui est quand même, qui est pas énormément souscrite, mais qui l'a été, et sur des bons linéaires, en fait. On a peu de contrats, mais on a des gros linéaires, donc ça, c'est assez intéressant. Et on a un contrat, enfin, un exploitant qui s'est engagé sur c'est à peu près 2 km de ripisylve seul, en fait, sans avoir une autre mesure. C'est vraiment un contrat à part entière. Bon, par contre, c'est pas la majorité, ça c'est clair. Et après, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps passé, puisque, bah, comme le disait Claire, en fait, c'est du cas par cas. Donc à chaque fois, c'est vraiment voilà, c'est beaucoup de temps à consacrer. Mais c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir encore plus de contact avec l'agriculteur. Et donc parfois aussi d'échanger avec lui sur le rôle et la nécessité d'avoir une ripisylve qui est vraiment une diversité d'âge, de strates, etc. Et ça, parfois, c'est tout bête, mais on voit que bah, ils apprennent des choses en fait parce qu'ils voilà, ils prêtent pas forcément attention à leur haie ou juste en coupant les branches mortes ou voilà, mais c'est pas forcément quelque chose de d'inné. Donc ça, c'est assez intéressant. Et par contre, moi j'avais une question sur les IAE. Alors je connaissais pas vraiment ce terme, ni même ce qu'on pouvait y mettre derrière. Donc déjà, bon, les présentations ont été assez claires, donc ça c'est pratique. Par contre, je suis un peu surprise sur le terme de prairie naturelle qui est finalement inséré dans les IAE. Puisque bon voilà, quand c'est une prairie qui vient, enfin une culture par exemple qui est convertie en prairie, alors peu importe par quel biais, hein, bon, ça peut être MAEC, ça peut être autre chose, mais voilà. Effectivement, c'est une prairie qui est, enfin, c'est un habitat du coup semi-naturel, ça je l'entends bien, puisque l'homme a incité l'implantation de la prairie. Mais après, au bout d'un moment, bah, c'est classé enfin, c'est classé. On peut imaginer qu'en fait, la prairie, elle s'équilibre un petit peu toute seule et qu'après, finalement, à un moment donné, ce soit un peu plus naturel et que ça passe du semi-naturel au naturel. Un petit peu comme la classification à la PAC entre prairie temporaire et prairie permanente après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que, en fait, du moment que c'est touché de la main de l'homme, on va dire ça reste dans les IAE, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a non, pas une déclassification, mais une autre catégorisation finalement? Je pense qu'on est partagé sur cette question. Thibaut, on a vu que Thibaut excluait un petit peu la végétation non spontanée. Nous, on ne l'exclut pas. On part sur le semi-naturel. Et on inclut aussi, je vois hein, des vieux lambeaux de prairies naturelles en bord de cours d'eau, par exemple, très, très, très linéaires, très étroits, que les agriculteurs ne font que faucher ou que broyer depuis des lustres. Donc, c'est des vieilles prairies, elles sont là depuis, bon, voilà, depuis le grand-père, etc. Elles sont très linéaires, très étroites, donc j'en fais une infrastructure agroécologique parce qu'elles n'ont plus forcément, en plus d'utilité d'usage agricole sur l'exploitation directe. D'accord. Et peut-être un élément complémentaire aussi, le fait de s'interroger sur l'aspect qualitatif de ces éléments-là permet d'identifier des marges de progrès. Donc, peu importe la définition, si on est dedans, on n'est pas dedans, mais du moment où on essaie d'évaluer ce qu'il y a en présence, on peut essayer de tirer une trajectoire et accompagner l'agriculteur à atteindre un objectif donné. Donc voilà, même si c'est une prairie en cours de renaturalisation, de par un diagnostic de ce qu'il y a dessus, on peut très bien discuter à ce que l'on pourrait atteindre et comment. D'accord. Et par exemple, est-ce que le fait que la prairie, enfin la méthode de renaturalisation d'une prairie, elle compte dans les critères des IAE? Par exemple, je prends un exemple, là, ça peut être donc une maïsiculture qui est convertie en prairie par un mélange de semences qui vient du commerce, ou ça peut être aussi bah, par une méthode un petit peu plus gynécologique, par exemple, avec en récoltant la fleur de foin, enfin ou les graines d'une prairie naturelle qui est juste à côté qui est bien stabilisé depuis, je sais pas, 10 ans par exemple, par brosseuse ou ce genre oui, de matériel. Et puis, du coup, ensemencer la prairie d'à côté. Est-ce que le type ce type comme ça de méthode d'ensemencement, elle rentre en compte dans le critère des IAE ou pas spécialement finalement?
Il n'y a pas de critères. Je rebondirai sur ce qu'a dit Thibaut, hein, auquel j'adhère totalement. Ce qui importe, c'est le côté qualitatif et vers lequel on va aller. On va aller vers plus il y a de naturalité, entre guillemets, de l'IAE, plus effectivement, ça va accueillir faune, flore, fonge intéressantes, quoi, et fournies, et qui vont remplir d'autant plus de services écosystémiques. Donc, peu importe un petit peu le point de départ, hein, pour certains agriculteurs, ils vont faire semer par un mélange de leur coopérative parce que c'est le plus simple, mais c'est déjà bien s'ils acceptent de semer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on voit se développer les jachères mellifères, entre guillemets. Il y a pas mal à redire dessus, mais l'avantage, c'est que c'est quand même une zone non traitée, donc, qui va accueillir quand même un certain nombre d'insectes les premières années, qui est en bordure d'un champ intensif. Donc voilà, ça introduit quand même ces nouvelles infrastructures agroécologiques, même si au début, elle ne va peut-être pas remplir énormément de fonctions, à part la pollinisation pour laquelle elle a été implantée. Mais je pense qu'il faut un peu s'appuyer sur tous ces éléments-là pour les amener à changer, aller vers du végétal local, etc. D'accord, merci. Anna, je crois que tu avais une question et ensuite il nous faudra conclure et je vous inviterai, c'est le but, hein, à continuer les échanges a posteriori. Vous aurez les contacts de chacun du coup dans le mail qu'on vous enverra dans la journée ensuite. Voilà. Oui, c'est une question rapide. C'est que je m'interrogeais sur les outils cartographiques qui permettent d'appréhender les IAE sur son territoire. Et j'ai cru comprendre en faisant des recherches qu'il y a eu un projet de télédétection sur les IAE. Je ne sais pas où ça en est. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Voilà, quels outils on peut utiliser? Et sur la question juste que vous avez, sur laquelle vous avez échangé à l'instant, je pense que ça se joue aussi pas mal à l'échelle d'une exploitation et au niveau du paysage, parce que si on parle un petit peu sensibilisation des agriculteurs, c'est aussi relatif à sa SAU, à son exploitation. Et si on prend le paysage d'Écosse, il y a beaucoup de prairies naturelles, et peut-être la prairie naturelle, à ce moment-là, c'est peut-être pas facile à comprendre qu'il s'agit d'une IAE, mais tout autour, donc comme on est dans le relatif à, tout autour, il peut y avoir des infrastructures, des bosquets, des arbres morts. Enfin, voilà, je pense que ça se joue aussi un petit peu à l'échelle de chaque exploitation, quoi. Voilà. Tout à fait. Et du paysage agricole aussi, parce que voilà, dans des paysages du Nord où il n'y a plus rien du tout, le moindre petit bord de chemin, c'est une infrastructure agroécologique, parce qu'il n'y a que ça hors des champs. Ouais. Donc, voilà, pour la carto, si vous avez des informations. Alors, pour la carto, ce qui existe, c'est la carto pour la PAC. Hein, chaque agriculteur, maintenant, donc tous les éléments sont cartographiés sur son dossier PAC. Alors, effectivement, il faut l'entrée, c'est par l'agriculteur lui-même. C'est l'IGN qui a travaillé en fait pour le compte du ministère de l'Agriculture et qui a fait cette cartographie au moins de tout ce qui est arboré. Hein, donc, et ensuite, chaque agriculteur déclare, lui, dessine ces petits éléments. Voilà, donc on a, il y a cette carto. Alors la carto de l'IGN, elle est imparfaite, hein, mais elle a l'avantage d'exister. Donc ça permet d'avoir quand même une idée des linéaires sur un paysage agricole. Voilà. Mais après, je sais que l'INRA travaillait sur des tests de télédétection, etc. Mais c'est encore de la recherche, il me semble. Ça marche. Il est 10h40, je vous propose que l'on conclue et qu'éventuellement, comme je vous disais tout à l'heure, vous continuez les échanges a posteriori. C'était très riche, merci à tous, merci Claire, merci Thibaut. Vous retrouvez donc du coup les présentations et le replay de ce webinaire sur notre site internet très prochainement. Hein. Claire, j'attends la dernière version du coup avant de le transmettre à ma collègue pour la mise en ligne sur le site internet.
Vous y retrouverez aussi le programme des futurs webinaires. Alors, le mois prochain, c'est sur les activités synergétiques, donc c'est un petit peu différent. Mais le mois d'après, en juillet, donc, ce sera sur les insectes en Occitanie, avec une intervention de l'OPI sur voilà, les plans nationaux d'action en fait insectes, la déclinaison en Occitanie et une intervention du syndicat des Hautes-Vallées Cévenol sur un programme sur l'azuré du serpolet. Voilà, donc je vous remercie à tous. Vous recevrez donc un mail dans la journée, comme je vous disais, avec les participants à ce webinaire de ce matin et le lien pour un petit sondage pour savoir voilà, comment, pour qu'on continue à s'améliorer, si ça vous a plu, si le format vous plaît, etc. etc. Donc n'hésitez pas à être honnête et à dire ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.